Donc on va pouvoir démarrer. Je viens de capter que le coup de cornemuse, en fait, c'est pour identifier les différentes séquences des regards croisés. Donc maintenant, vous le savez, dès qu'il y a un petit coup de corne, ça veut dire qu'il y a des événements qui commencent un peu partout dans la CP. Merci à tous d'être là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous rejoindront. Il y en a qui sont encore au Café Croissant. On est content de vous accueillir pour entamer cette journée à travers une discussion qu'on a préparée sur les questions de mutualisation et de coopération dans les modes productifs en mode distribué, avec du coup 4 intervenants qui ont la particularité d'être ancrés sur le territoire de Roubaix. Donc on va avoir une discussion sur la production qui est ultra locale. Et on verra quels sont les défis et les opportunités autour de cette production en mode distribué. Donc je ne vais pas introduire plus que ça la table ronde, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur les temps de préparation qu'on a pu faire avant ce matin. Voilà, il y a énormément de choses à dire. Du coup, je vais plutôt leur laisser la parole. Et on va commencer par faire une petite présentation, en démarrant peut-être par Benjamin, pour expliquer un peu quel est ton projet, son historique, et surtout comment ton projet s'inscrit finalement dans ce sujet de la mutualisation et de la coopération sur cette question de la fabrication distribuée. Ouais, on va faire passer les micros. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Donc je suis Benjamin Boypa, je mène un projet à la condition publique depuis 2 ans et demi qui s'appelle la condition plastique. Donc je développe un modèle open source basé sur un pré-chose plastique. Donc c'est un atelier sur le recyclage du plastique. Et là l'idée c'est de voir comment on peut l'intégrer dans un tiers-lieu. Donc c'est un moyen de produire des objets en plastique, mais aussi de sensibiliser à la problématique du recyclage à travers des ateliers. Voilà. Donc alors le fonctionnement de l'atelier, donc c'est la base, ça va être les déchets plastiques, donc industriels ou ménagers, qui vont être transformés donc en objets à l'atelier à travers des machines qui sont autoconstruites. Donc c'est des machines open source de manière low-tech. Donc voilà, vous voyez les images. Donc c'est des machines que j'ai construites à l'atelier. Et voilà, donc vous voyez ce que ça donne au final. Voilà. Donc ce matériau issu de déchets de récupération sert à faire des ateliers, de l'ameublement aussi. Donc par exemple, alors, en haut à gauche, vous voyez, c'est un projet qui a été fait au collège Rosa Parks à Roubaix. Donc c'est un projet qui a impliqué les collégiens, où on a fabriqué du mobilier pour aménager leur cours d'école. En haut, au milieu, c'est des horloges qui sont réalisées en atelier avec du public, donc ça sur les temps du samedi en LC. Et les autres photos, c'est des projets qui ont été réalisés soit avec des amis ou par moi-même. En bas à droite, c'est des appuis de fenêtres qui ont été réalisés au couvent de la Visitation, qui a été réhabilité l'année dernière. Donc un ancien couvent qui est aujourd'hui un lieu culturel. Donc la photo en bas à droite donc, de l'appui de fenêtre au couvent, c'est un peu un tournant dans l'atelier, parce que ce projet a nécessité une grande quantité de plastique. Il fallait une demi-tonne de plastique. Et donc c'est là où j'ai rencontré Hugo Delahaye, qui m'a permis de trouver cette quantité de plastique. Voilà, donc je peux laisser les autres présenter. Merci Benjamin. Et juste peut-être une précision sur le phonomaton qui est du coup installé là pendant l'événement, donc vous pouvez aller le voir en vrai. Tu veux peut-être dire un petit mot là-dessus ou... Oui, donc ça a été réalisé avec Étienne Cerneau, donc, qui fait partie de la compagnie des tiers-lieux. Donc c'est un dispositif de prise de son qui sert à faire des auto-interviews sur des événements comme celui-ci. Donc voilà, ça a été réalisé, Étienne c'est un ami, donc on l'a réalisé ensemble. Et le plastique, donc là on a utilisé du plastique transparent pour décorer un peu et mettre en valeur l'objet. Donc vous pouvez le voir sur l'événement.
Et je pense qu'il va fonctionner, enfin je sais pas, hier il fonctionnait, je sais pas si aujourd'hui il y a quelque chose, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir et à poser des questions à Étienne qui doit être au stand de la compagnie. Merci Benjamin. Merci. Peut-être on va passer la parole à Hugo, qui est donc de la ville de Roubaix et qui va présenter un peu peut-être la dynamique de la ville sur cette question de l'économie circulaire et plus particulièrement sur la production ultra-locale avec ces questions de recyclage et de réemploi. Alors, bonjour à tous, premièrement. Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je peux être très passionné sur le sujet. Alors, moi, je travaille à la ville de Roubaix, à la direction de transition écologique. Je suis ce qu'on appelle un mineur urbain. Donc, voilà, c'est aller chercher les gisements dans la ville de Roubaix pour pouvoir les mettre en relation avec des acteurs, comme par exemple on a fait avec Benjamin. Et on a plusieurs outils. On a des after-work, des ateliers de synergie inter-entreprise. Et un dernier outil qui est présent avec le QR code que vous pouvez scanner, qui correspond en fait à la matériothèque, qui est vraiment à comprendre comme une bibliothèque de matériaux sur lequel en fait des détenteurs de gisements ont des soucis, la valorisation ne leur convient pas ou il n'y en a pas tout simplement. Et notre rôle est de faire des boucles entre les acteurs pour pouvoir développer des choses en local et des filières locales, notamment de revalorisation. Deuxième diapo. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais effectivement c'est un peu un exemple de ce qu'on peut faire à la ville pour me présenter brièvement sur des boucles d'économie circulaire qu'on a pu mettre en place et aussi sur les gisements avec lesquels on travaille. Et ouais, c'est pas un mensonge, avec Benjamin on se connaît en vrai. On avait bien été ensemble aux espaces verts de la ville par exemple pour valoriser les godets. Je pense qu'on reviendra sur ça tout à l'heure. Je vais laisser mon tour. Merci Hugo. On va passer la parole à Romain qui va nous présenter le projet Parpaing du collectif ZERM. Ouais, bonjour, je m'appelle Romain Brière, je fais partie du collectif ZERM et donc je suis en charge du projet qui s'appelle le Parpaing, qui est donc une plateforme de réemploi de matériaux de construction installée à Roubaix depuis 2017 et plus sérieusement depuis 2 ans sur le site de Tissel, qui est un site mairie aussi. Au même titre que le monastère des Clarisses, donc un site qui tourne autour de l'économie circulaire. Le projet du Parpaing, c'est un projet qui au début a commencé par un tout petit stock et qui posait la question du réemploi de matériaux, étant donné que le collectif que j'ai participé à monter était à la base constitué d'anciens étudiants en école d'architecture. Et on a commencé à se poser la question de la valorisation des ressources issues du BTP qui avait comme problème de partir très souvent en déchets. Et donc le BTP étant un énorme producteur de déchets, on a posé cette question d'abord par un tout petit stock qui a fini par s'agrandir et devenir une plateforme vraiment de reconditionnement, de revalorisation de matériaux qui du coup évite de prendre le statut de déchet et trouve repreneurs sur des projets d'architecture, de paysage, d'urbanisme ou de design. Tu peux peut-être passer. On intervient sur des chantiers d'échelle très variés et on s'intéresse nous vraiment à tous les matériaux de construction allant de matériaux de gros œuvres aux secondes œuvres, donc des équipements de luminaires, équipements sanitaires, du revêtement de sol, etc. On intervient sur des chantiers, on récupère les éléments au stock et donc l'intérêt de notre plateforme, c'est qu'on essaie de revaloriser ces éléments et parfois aussi de leur faire gagner en valeur en les modifiant, en allant plus loin qu'un simple nettoyage, donc notamment en essayant de leur faire accompagner l'évolution de la norme qui parfois les rend obsolètes, avant de les remettre dans le circuit. Voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on peut avoir au stock. C'est un échantillon, et donc notre plateforme fonctionne en physique d'abord, mais elle a aussi un site internet qui fonctionne comme un Leroy Merlin, quoi, si vous voulez. Vous pouvez commander des matériaux, constituer votre panier et ensuite venir retirer les matériaux au stock. Donc c'est pas encore un magasin qui est ouvert toute la semaine comme un vrai magasin ouvert au public, mais il s'adresse plutôt aux professionnels, mais disons que sur rendez-vous on peut s'ouvrir à n'importe qui. Voilà. Merci Romain. Bergast, toi tu vas nous parler de... Bonjour, je vais vous parler de ce que je fais ici. Donc, je travaille à la condition publique depuis 15 ans. Et donc la condition publique, c'est un EPCC, un établissement
EPCC, établissement public de coopération culturelle. Ce qui veut dire qu'on a un président qui est un directeur qui est élu tous les 3 ans par le conseil d'administration. Donc sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ma mission que j'ai démarrée il y a 5 ans, c'était de mettre en place un lieu de construction partagé dans une halle qui était à l'abandon, la halle C, mais que vous aurez sans doute l'occasion de visiter ou vous avez déjà vu. Et d'autre part, de réaliser les projets d'art plastique dans le cadre de la programmation de la condition publique. À première vue, ça n'a pas forcément grand-chose en commun. Le truc, ça a été que, pour moi, ça s'est imposé comme une évidence, c'était de réfléchir à la façon dont on allait monter les expositions ou les constructions dans l'espace public pour alimenter les ateliers avec le public qui sont gratuits le mercredi et le samedi après-midi. Parce que le principe de l'exposition et tout ce qui est structure muséale, c'est des gros consommateurs de matériaux. On consomme beaucoup de bois, parce que les scénographies sont différentes à chaque exposition. Donc aujourd'hui, ça nous permet de tourner un petit peu en une espèce de circuit fermé, dans le sens où pour les ateliers libres, on n'achète pas de matériaux. Ce projet, il avait été commencé par le collectif Laisse ça profite. Je vous fais un petit peu l'histoire, mais parce que vu qu'on a 3 minutes, tu m'as dit, donc j'en profite. Ce projet avait été commencé par le collectif Laisse ça profite, qui avait posé les bases de l'atelier. Donc on est vraiment sur du low-tech en LC, quoi. On n'a vraiment que de l'électroportatif et on est essentiellement sur du travail du bois, sur en tout cas les ateliers libres. La LC est aussi plus que ça parce que c'est un espace partagé avec des artistes, des artisans, des techniciens, des plasticiens. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et ce principe de récupération des matériaux est essentiellement dans le lieu. On essaye de le généraliser. Après, toutes les idées se fusionnent entre elles, qu'on est vraiment sur un principe de communauté. Benjamin a amené avec son principe d'aller chercher des matériaux dans des gisements, un principe aussi différent, mais à la base, on a acheté un four, par exemple, pour recycler les canettes qu'on voyait en masse sur la place Faidherbe qui était juste devant. Voilà, donc je ne vais pas vous détailler tous ces principes de réemploi qu'on a, mais on est plus un laboratoire que comme nos amis Zerm, où ils sont vraiment sur un mode de fonctionnement qui peut être vraiment ouvert. On est dans un principe de laboratoire. Merci Bergast. Donc, on a eu la présentation un peu des projets. On voit qu'il y a déjà des connexions, que les gens se connaissent. Voilà, on est à Roubaix, on est sur une dynamique quasiment de quartier. Donc on a vu la question du recyclage plastique, de la réutilisation du matériau de scénographie, le réemploi des matériaux du bâtiment, la place de la collectivité, notamment la ville de Roubaix, dans cette dynamique-là. On voulait que maintenant peut-être organiser la prise de parole en repartant un peu de cette boucle circulaire et du coup d'être assez dans le concret pour savoir vraiment comment ça se passe à chaque moment de cette boucle circulaire, en démarrant par la première question. Finalement, les filières de récupération, les filières de collecte de matériaux, comment ça se passe en termes de coopération? Comment vous les trouvez? Est-ce qu'on vient vous les amener? C'est quoi les métiers? Comment vous montez des partenariats avec d'éventuels producteurs de déchets bois ou de déchets de chantier ou de déchets plastiques? Et comment vous organisez le transport finalement dans un circuit ultra local? Et après, dans un second temps, peut-être à travers une autre prise de parole, on verra comment se passe le stockage, la transformation, et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est la distribution. Mais d'abord, donc, sur cette question de récupération, je ne sais pas qui veut commencer pour donner un peu des exemples, ou en tout cas commencer un peu le parcours de vos déchets et de comment ils sont récupérés et comment ils sont transportés. Alors moi, donc les déchets plastiques, comme vous le savez, c'est assez courant. On est entouré de plastique partout. Donc les déchets, j'ai pas trop de mal à le trouver. Ce qui va être plus compliqué, en fait, c'est l'état des déchets. Donc les déchets plastiques peuvent être, on va dire, salis par différentes matières. Ça va être, si c'est des bidons lessives, il va y avoir des solvants, des matières grasses, de la terre, un peu de tout. Donc
principalement, les déchets, je les ramasse dans la rue, ou alors c'est avec le bouche à oreille, on en ramène. Mais pour des projets plus importants, je ne peux pas me contenter de déchets que je trouve dans la rue. Et donc c'est là où c'est intéressant d'avoir des mineurs urbains comme Hugo, qui vont trouver des grandes quantités de matière. Et pour moi, ça facilite mon travail, parce que j'ai donc par exemple, les pots de fleurs des serres municipales de Roubaix, ça va être des objets identiques. Et donc, de la manière dont je vais le traiter, c'est quelque chose où je peux mettre en place un système de traitement uniforme. Et ça facilite beaucoup le travail. Merci. Ouais, de notre côté, c'est donc principalement sur des chantiers de réhabilitation ou de démolition qu'on récupère des matériaux, un petit peu d'invendus ou de matériaux qui sont déclassés. Bon, mais ça c'est plus rare. Aujourd'hui, on a plus de facilité à récupérer qu'à revendre, c'est-à-dire qu'il y a finalement beaucoup plus. Les gens se préoccupent plus facilement des déchets qu'ils produisent que du fait d'en éviter en prescrivant du réemploi. Aussi parce que c'est beaucoup plus contraint. En tout cas, la différence, je pense, avec d'autres types de déchets, c'est que les matériaux et équipements du bâtiment sont quand même soumis à des normes et des contraintes qui sont très élevées. Ça dépend lesquelles, mais c'est un des freins principaux pour le réemploi, en tout cas dans le secteur du BTP. Donc nous, aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à en récupérer. Effectivement, ce qui peut varier, c'est l'état d'usure. Ça demande pas mal d'ingénierie en fait, en amont pour savoir ce qu'on récupère. Donc c'est aussi l'avantage de voir que la législation en la matière, elle évolue beaucoup. Il y a maintenant des diagnostics produits, équipements, matériaux, déchets qui sont rendus obligatoires pour des bâtiments d'une certaine taille, au-delà de 1000 m², qui nous permettent d'avoir des inventaires déjà un peu plus précis et fonctionner un peu moins au lance-pierre qu'avant. Donc ça évolue pas mal et c'est la façon dont on récupère nos gisements, c'est principalement de cette manière-là. Après, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est que on a décidé, pour bien comprendre justement la filière et cette boucle dont tu parlais, de s'investir à plusieurs étapes clés de cette boucle. Donc on a une pratique qui nous amène à assurer des pratiques de déconstruction. Parfois même en amont, on participe à l'écriture des cahiers des charges qui vont permettre de faire de la dépose, du curage, de la dépose sélective. Et puis, à l'opposé du spectre, on participe aussi, avec notre casquette d'architecte, à la conception, donc de la prescription de matériaux de réemploi, parfois même de la construction en réemploi. Ce qui fait qu'en prenant la décision de s'investir dans la filière à différents moments de cette filière, on comprend mieux les enjeux qui vont reposer sur la question de la plateforme qui se situe au milieu en fait, de la dépose et de la repose. Et ça nous permet aujourd'hui de savoir comment, de manière plus efficace, se positionner, notamment à la récupération de matériaux, pour savoir bien identifier ce qui rentre dans le stock, quelle est la valeur marchande, quel est le poids du foncier que va avoir telle et telle ressource. En quelque sorte, ça nous permet de doser de manière un peu plus fine la part d'expérimentation qu'on s'offre dans notre pratique de plateforme et ce qu'on identifie comme étant des gisements stables et récurrents qui présentent un peu moins de caractère expérimental, donc de risque financier aussi, parce que tout le défi de la filière, en tout cas réemploi du BTP, c'est de trouver un équilibre économique qui permette de créer des emplois et de permettre d'avoir une vraie filière qui concurrence la production industrielle neuve, quoi. Ce qui est un vaste défi quand même. Et alors du coup sur cette partie récupération, donc sur les chantiers, ce sont des chantiers, est-ce que c'est des chantiers de particuliers, c'est des chantiers de maîtrise d'ouvrage public, c'est des chantiers toutes sortes, peu importe. Franchement, c'est de toute taille. On peut recevoir, on reçoit plusieurs mails par semaine. Ça peut fonctionner en bouche à oreille, quelqu'un qui va déposer 10 m² de carrelage chez lui et proposer de les ramener chez nous en alternative à la déchetterie, ou je prends deux extrêmes, ou une collectivité ou un bailleur social qui travaille sur 300 logements et qui du coup dépose, en l'occurrence, l'exemple concret que j'ai en ce moment, c'est la démolition à venir de la tour Kennedy à Los, qui est une très haute tour de logement, la plus haute tour au nord de Paris en fait, fait 30 et quelques étages. Et là-dedans, par exemple,
Avant de la foudroyer, il est question de déposer un certain nombre de ressources, notamment les pierres qu'on pouvait voir dans la diapo suivante. Ouais, ces pierres-là, elles viennent de la tour Kennedy. Et donc voilà, on peut avoir des gisements qui vont faire entrer 40 ou 50 palettes dans le stock, ou alors une caisse en plastique avec quelques éléments. Aujourd'hui, on ne se ferme pas à des entrées de petits gisements, parce qu'on réfléchit aussi avec certains produits qui sont un peu des produits d'appel, qui permettent d'initier des gens qui ne sont pas forcément trop investis dans la filière réemploi, à se projeter sur la mise en œuvre de quelques petits matériaux dans de petites quantités. Mais de plus en plus, on essaie de s'attaquer à des plus gros gisements parce que forcément, ça représente un travail qu'il est plus facile c'est des protocoles qu'on invente une fois pour des très grosses quantités, donc c'est beaucoup plus efficace à long terme, quoi. Mais ça nécessite du coup des partenariats avec, là, en l'occurrence, un bailleur social qui a ses propres contraintes de commande publique, etc., et dans lequel vous arrivez à vous inscrire. Ça, c'est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, je crois, il n'y a pas vraiment de règles établies sur la façon d'entrer en contact avec un gisement ou une maîtrise d'ouvrage qui va avoir un gisement. C'est vraiment au cas par cas. Soit on tombe sur une maîtrise d'ouvrage qui va être convaincue de la question réemploi, qui a envie de porter une pratique militante, on va dire écologique, et qui va d'un seul coup mettre des moyens humains, financiers pour permettre le réemploi. Donc ça, c'est la façon la plus simple d'avoir accès à du gisement. Et puis des fois, c'est très compliqué. On a des gens qui ont l'impression que les plateformes comme les nôtres font énormément d'argent et donc veulent absolument vendre leurs matériaux sans se rendre compte que le foncier pèse énormément, que tout ça est encore expérimental, que c'est très dur de rendre une plateforme rentable. Donc on peut se confronter à des situations très compliquées comme très simples et qui parfois demandent de mettre en place des contrats administratifs assez lourds de sous-traitance. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça peut demander beaucoup de temps en amont avant de pouvoir vraiment intervenir sur le chantier. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on se fait petit à petit, mais voilà, on serpente dans tout ce fouillis administratif en intervenant soit en prestataire, soit en don, ça varie énormément selon la taille de l'opération et le bon vouloir de la maîtrise d'ouvrage, en gros. Ok, merci. Bergast, tu veux dire un mot sur la manière dont tu récupères les matériaux ? En fait, parce que du coup, il y a deux facettes en Halsey. Il y a tout le côté, ce que je disais tout à l'heure, sur la récupération des matériaux de scénographie d'expo. Mais comme disait Benjamin, le principe, mais là c'est facile parce que vu que c'est moi qui gère les deux, c'est plus facile à réfléchir. C'est de réussir à ne pas abîmer les matériaux pour quand tu les récupères, que tu aies des matériaux qui soient propres et facilement réutilisables. Et après, il y a toute une facette aussi où la Halsey, on l'a construite essentiellement avec des matériaux de récup. Et là, c'est un réseau qui est plus, c'est un réseau, comme on dit, qui est pas officiel. C'est plus le réseau du spectacle. Et du coup, il y a une espèce de boucle informelle, mail des directeurs techniques des salles de spectacle de la région. Et puis, quand il y en a un qui a des matériaux à se séparer, ou par exemple tout ce qui est plexiglas, toute l'outillotech, tout plexiglas qui a été utilisé, ça vient d'une ancienne expo, l'île 3000. Et plutôt que de les jeter, ils m'ont appelé. Et dans ces cas-là, le calcul, parce qu'on n'a pas de véhicule, tu parlais de logistique, la logistique c'est hyper important. On n'a pas de véhicule et j'ai pas non plus, il n'y a pas beaucoup non plus de permanents. Donc, ce qui fait que dans ces cas-là, le calcul, parce qu'il quand il y avait vraiment beaucoup de travail pour aller chercher le matériau, en fait, on fait un calcul de budget, de location de véhicules, plus embauche, et qu'on met en parallèle avec les matériaux qu'il y a à aller chercher. Et puis, tu fais une juste mesure entre les deux et tu vois si tes matériaux, du coup, valent le coup, quoi. Mais tu vois, il y a quand même une espèce d'économie du matériau de recyclage, comme dit Romain. C'est souvent qu'on dit, ouais, tu vois, souvent on dit, ouais, attends, je peux te prendre une plaque, ça te coûte rien. Bah si, ça coûte quelque chose forcément, quoi. Ouais, donc vous projetez quand même sur la fin de la boucle avant de prendre la décision de savoir si ça vaut le coup dans un modèle économique, enfin dans un équilibre global de récupérer le matériau initialement. Ouais, c'est ça, tu as forcément un moment de repérage pour des matériaux qu'on n'a pas sur place.
il y a forcément un moment de repérage parce qu'on a des coûts en plus. L'intérêt, justement, l'idée, c'était ça, du sur place, c'est-à-dire que ce soit la même personne qui gère les expos et les ateliers. C'était que là, on a juste à le porter d'un endroit à un autre, quoi. Ok, merci Bergast. Hugo, on a vu que la ville pouvait déjà participer au repérage de certains matériaux Oui, plastiques. du coup, moi, c'est plutôt la casquette mineur urbain et mise en relation. Nous, à la ville, ce qu'on fait, notamment, c'est on ne fait pas de stock, mais on a développé cet outil qui est la matériothèque, qui est, c'est la slide juste avant, qui est vraiment pas mal parce que ça permet, notamment des fois à des petits valorisateurs de gisements, de pouvoir prendre quelques petits échantillons pour pouvoir faire des tests avant de solliciter par exemple une grosse entreprise. Donc cet outil, c'est vraiment vu un peu comme une zone tampon, on va dire, entre des fois différentes typologies d'acteurs. Donc ça permet aussi en l'espace d'une visite de voir tout ce qu'il y a sur le territoire. Je ne dis pas que tous les déchets de Roubaix sont dans la matériothèque, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas c'est les déchets qui ont été, des familles de déchets qui ont été apportés par des entreprises de Roubaix ou des associations qui en fait ont un blocage sur tel ou tel aspect parce que voilà. Alors j'ai une filière de recyclage, mais bon, elle ne me convient pas. Je pense qu'on pourrait déjà réemployer la matière avant ou la réutiliser ou autre. Donc ça c'est un bon outil. Nous on a vraiment ce rôle, en tout cas à la ville, de tiers de confiance, d'animateurs de réseau avec des événements, des after-work, ce qu'on appelle des ateliers de synergie inter-entreprises. Mais en réalité, il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des associations, des particuliers et tout type d'acteurs. Donc c'est que nous, c'est un peu ma réponse à la question du stock. C'est que nous, on a vraiment ce rôle plutôt de mettre en lien les acteurs, de créer du lien et après à voir entre elles quel est le modèle économique qui en ressort. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été précisé. Des fois, l'économie circulaire, ça peut paraître simple. Oh, j'ai une palette, faut venir, et puis je vous la donne, et puis, mais en fait, c'est un coût le transport. Enfin, il y a tout ça aussi derrière. Et du coup, nous, le fait qu'on ait cette matériothèque, ça permet d'avoir un peu ce lieu ressource sur les gisements du territoire et pouvoir fournir des petits éléments, par exemple, à un acteur pour qu'il puisse faire des tests avant d'aller solliciter la plus grande ou d'enclencher de plus grosses démarches qui peuvent être coûteuses pour son business model à lui, en l'occurrence. Merci Hugo. Donc on voit bien comment la ville elle peut contribuer justement à identifier ces filières. Donc si on poursuit un peu notre chronologie ou en tout cas notre scénario de discussion, là vous avez récupéré vos matériaux, vos déchets, vous êtes en maîtrise. Maintenant il faut les stocker, les transformer, les reconditionner, les inventorier, etc. Et comment ça se passe? Où ça se passe? C'est quoi vos contraintes? Est-ce que du coup dans cette dynamique un peu de finalement avant la distribution, est-ce que il y a de la mutualisation d'espace, est-ce qu'il y a de la coopération, des partenariats qui sont mis en place, notamment pour gérer cette phase un peu en attente de développer les filières de distribution? Quelqu'un veut commencer? Bergas, vas-y. Du coup, c'est un peu paradoxal parce que la condition publique, tout le monde nous dit ouais, c'est énorme. Et nous ici, justement, le problème, c'est de stocker, quoi. C'est pour ça que dès le début, mais Benjamin a apporté un modèle, parce que Benjamin, il est aussi en LC, je pense que vous avez compris. Il a apporté un modèle qui était assez excellent, mais qui va développer lui-même. On en est à la condition publique. On a même carrément loué un container qui est stocké sur le parking d'en face parce qu'on n'avait plus de place pour stocker du bois, quoi. Ce qui est un peu paradoxal, parce que du coup, ça rajoute un coût aux matériaux. Mais le stockage et le prix du foncier, comme tu disais, c'est un gros souci. C'est un gros souci. C'est un paramètre qui va vraiment changer le prix des matériaux qu'on a récupérés, quoi. Et j'avais un autre truc sur la logistique, mais j'ai zappé. J'ai un peu le cerveau en vrac. J'en reparlerai tout à l'heure, je pense. Si ça te revient, tu reviendras. Benjamin, tu as peut-être un mot là-dessus? Oui, du coup, comme Bergat disait, le stockage, ça peut être assez problématique. Donc, par exemple, la LC, c'est un espace, quand on entre dedans, on a une impression de volume, c'est assez grand, mais ça reste un espace de travail, donc il faut pouvoir circuler, il faut pouvoir que ce soit ergonomique. Donc ça, je m'en suis aperçu en 2 ans et demi, quand j'ai commencé, donc avec des bouchons de bouteilles ou des jouets trouvés dans la rue. Bon, ça prend pas trop de place,
Mais quand on arrive sur des volumes de matière qui prennent 3-4 mètres cubes, à manipuler et à stocker, ça devient différent. Donc le plastique, c'est léger, mais c'est très volumineux. Donc des objets comme des pots de fleurs, ou alors j'ai récupéré pas mal de bobines textiles aussi, d'une teinturerie, la teinturerie de la justice. Donc voilà, ça pose la question de... Voilà. Donc ça a été c'est un de mes matériaux, de ma matière première. Donc là, elle est dénudée, il n'y a pas de fil dessus. En général, il reste un peu de fil. Donc voilà, donc typiquement, en fait, l'étape invisible entre le déchet et l'objet, ça va être beaucoup de galère. Donc il faut nettoyer les objets. En l'occurrence, les bobines sont propres, mais il faut enlever le fil. Donc sur, on va dire, 5 mètres cubes de bobines que je peux récupérer, il va y avoir peut-être 2 mètres cubes de fil que je vais jeter derrière. Donc j'essaye d'en jeter au minimum. Il y a des entreprises comme une entreprise Vivalus, je ne sais pas si vous connaissez, qui est basée sur Euromaterial, qui fait des panneaux composites en tissu, qui m'en récupère une partie, mais j'arrive pas à trouver encore toute la filière pour récupérer ce fil. Voilà. Donc oui, il y a et la logistique aussi. Donc des objets dans la rue, je peux aller les chercher avec des sacs cabas. Quand c'est une demi-tonne de matière, bon, mes bras vont pas suffire. Donc il y a toute la question logistique de transport, donc louer un fourgon. En général, j'ai des amis qui ont des fourgons, c'est assez pratique de pouvoir donner un coup de main comme ça, mais ce n'est pas forcément une solution viable pour un modèle économique. En ce moment, je réfléchis à fabriquer une remorque tractée pour récupérer des quantités de matière, donc des quantités moyennes. Voilà. C'était juste dans ce que tu dis, tu vois, ce que je trouve très intéressant et ce que tu disais aussi, c'est l'histoire des gisements. C'est-à-dire que Benjamin, en fait, stocke pas en LC. Quand il ramène des matériaux, c'est qu'ils vont être directement utilisés. Donc c'est un espèce de stock tampon, quoi. Mais on n'a pas le gros problème, et ce qu'on essaye, où on a beaucoup de mal à le gérer, c'est du monde qui va te dire, bah tiens, je ramène ça parce que je vais en faire quelque chose un jour. Et tu te retrouves avec, comme chacun a une cave qui est pleine, en général, et qui sert à rien. Et c'est cette gestion-là qu'on a beaucoup de mal à gérer, quoi. Et sur l'utilisation, après, c'était ça que j'avais en tête, quand tu disais la façon dont on retravaille, comment on retravaille les matériaux, bah c'est pareil, on va avoir un coût, parce que du bois qui a été peint, par exemple, tu vas le passer dans une rabot d'égo, ou tu vas être obligé de le poncer, et du coup, tu vas avoir un coût de consommable et d'usure de la machine, et cette prise en compte globale du système. Des fois, t'es pas loin d'être sur le coup du matériau neuf, quoi. Donc tu dois intégrer ça dans ton processus global d'équilibre C'est ça. de modèle économique. Et après, le principe, du coup, même si tu es sur un coût de revient du matériau neuf, pour moi, l'intérêt, c'est d'avoir fait travailler des gens, et puis plutôt qu'un matériau soit brûlé, qu'on l'ait récupéré. Tu vois, c'est plus une éthique que vraiment quelque chose qui fait que tu gagnes de l'argent, quoi. Ça, c'est un fantasme de dire que la récup, ça te rapporte du pognon. Et finalement, donc, ce volet un peu sensibilisation, ou on va dire peut-être même formation dans certains cas à cette question du réemploi et du recyclage, il intervient à ce moment-là, mais il intervient aussi au moment de la collecte, puisque comme disait Romain tout à l'heure, il était contacté par des particuliers qui voulaient que leur carrelage soit réutilisé, etc. Et j'imagine qu'il intervient aussi au moment de la distribution, ou quand vous valorisez vos déchets ou vos matériaux dans le cadre d'une réutilisation ou d'une transformation, les gens connaissent finalement la traçabilité de ce produit-là. Donc il y a aussi cette sensibilisation qui vient, on va dire, alimenter toute cette boucle. Ouais, la sensibilisation, elle est effectivement, comme tu dis, à tous les niveaux. Et en fait, il y a un moment où ça devient une espèce de... Ça devient obligatoire dans ton cerveau que tu vas passer par là à tous les niveaux. Mais c'est pas... ça se développe beaucoup, mais c'est pas encore complètement instinctif. Sur l'histoire des matériaux là qu'on avait été récupérés à l'île 3000, à la base, c'est parce qu'il y a un technicien qui travaillait là-bas qui m'a appelé en me disant « Attends, ils ont des trucs là, je crois que ça t'intéresse. On est payé pour les mettre dans une benne. » Donc j'ai appelé, tu vois, son responsable en lui disant « Attends, il paraît que tu as ça. » Ah, j'avais pas pensé à vous. Là, c'est pas instinctif, et je pense que, enfin, c'est un sujet sur l'histoire de la mise en réseau, de comment on pourrait plus travailler ensemble, quoi. Parce que même si on se connaît,
en fait, on n'a pas forcément, au niveau des réflexes de travail, c'est pas vraiment structuré. Et je pense que ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Ça fait partie des défis, ou en tout cas des opportunités à répondre. Rapidement, Hugo, après on va enchaîner Oui, sur le très reste. rapidement, bon, je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais l'économie circulaire, l'idée c'est que ça circule. Et quand on a trop de stock, en fait, ça devient un sujet. Hein. Ça a été plus que précisé par des acteurs de terrain. Nous, ça va, on stocke pas trop à la mairie, mais en tout cas, pas de gisement pour un autre usage ou un réemploi. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. Et le modèle économique à trouver, les liens entre les acteurs, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par exemple, des fois, on peut avoir des entreprises pour qui, par exemple, au début de l'aventure Upcycle Wise, donc c'est le projet européen qui avait permis de lancer la dynamique d'économie circulaire, ce qu'on appelle aussi, de façon très barbare, l'écologie industrielle et territoriale. C'est que des fois, c'est pas un sujet pour les entreprises. En fait, il faut que ça soit rapide. Il faut venir. Ok, bah allez, j'ai une demi-tonne de plastique, mais par contre, voilà, si c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 8 mois. Et du coup, effectivement, il y a aussi toute cette question-là, c'est l'économie circulaire implique de la logistique et du stockage. Mais en même temps, c'est pas stocker pour stocker. Et ça, c'est vrai que c'est encore un point noir, enfin que moi que j'identifie. Il n'y a pas encore vraiment de solution. C'est un peu faire au mieux avec les mises en réseau et le fait que ça puisse plus travailler en flux tendu, on va dire. Donc, il faut de l'agilité, donc ça, on l'a bien compris. Et donc, pour finalement résoudre ces questions de stockage, bah, il faut que les filières de distribution elles puissent permettre de trouver des débouchés, quoi. Donc, ça fait un peu la transition. Bergast, un dernier mot ? Ouais, juste 2 secondes par rapport à ce que tu dis, parce que c'est intéressant. Moi, il y a un truc qui me plaît bien, c'est le concept de pollueur-payeur. Tu vois, si à un moment, les entreprises, ça leur coûtait encore plus, tu vois, pour évacuer leurs déchets, bah, ils se tourneraient vachement plus facilement vers nous, quoi. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec les diagnostics PEMD dont on parlait tout à l'heure, mais bref. Donc maintenant, si la boucle de cette économie circulaire, elle veut être équilibrée, ou en tout cas si elle veut se refermer correctement, il faut justement que les filières de distribution, elles existent. Et du coup, dans chacun de vos cas de figure qui sont assez différents, sur de la valorisation de déchets plastiques, les matériaux de scénographie ou les matériaux de construction. Comment ça se passe? Donc à partir du moment où vous êtes prêt à développer ces filières, c'est qui vos clients? C'est quoi vos débouchés? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que finalement vous arrivez à développer suffisamment pour justement ne pas saturer les espaces de stockage qui, on l'a bien compris, sont quand même parfois compliqués sur du déchet? Enfin, voilà. En gros, comment ça se passe dans cette phase-là? Et c'est quoi finalement qu'est-ce qui pourrait améliorer le processus, quoi? Ouais. Bah pour l'instant, il manque, en tout cas dans la construction, de notre expérience, il manque du volume de commandes en comparaison au volume enfin, les entrées sont plus importantes que les sorties. Donc ça pose des problèmes de stockage auxquels on a quand même souhaité se confronter, parce que nous, on part du principe que le flux tendu, ça ne peut pas être la seule réponse à la question de la construction et du traitement des ressources dans le bâtiment. En fait, on n'est pas convaincu de la réussite, en tout cas seule, des plateformes qui font des intermédiaires entre un chantier A et un chantier B, parce que la complexité des chantiers fait que c'est très difficile de gérer en flux tendu, et surtout, en fait, ça crée un modèle, de notre point de vue, qui politiquement n'est pas vraiment celui qu'on attendait, en tout cas au début au lancement de cette filière. C'est-à-dire que notre point de vue, nous, c'est d'avoir plutôt un maillage resserré du territoire avec des structures de taille moyenne, on va dire, alors qu'un traitement de réemploi en flux tendu implique forcément, donc qui par exemple fonctionnerait sans stock, implique d'avoir un carnet d'adresses très important, et du coup plutôt une concentration, une centralisation de la clientèle. Et ça, on estime que c'est pas forcément, ça peut pas suffire, en tout cas, même si c'est important que ça existe, ça peut pas suffire, et notamment parce que ça limite pas mal le réemploi. J'arrive à la question du débouché, hein, parce que ça limite pas mal la question du réemploi à une simple notion de transfert. Et nous, on estime que il y a dans la question du réemploi l'idée de peut-être ajouter une plus-value,
C'est ce que je disais sur l'accompagnement de certains éléments vis-à-vis de la norme. Par exemple, un ancien luminaire qui serait un luminaire équipé de tubes fluorescents, qui est plus compatible avec les normes de construction actuelles qui imposent de la LED. Le fait de le convertir et de lui donner une seconde vie en l'ayant amélioré, du point de vue de la norme en tout cas, en l'ayant fait dépasser ce qui l'a rendu obsolète, donc la question technique. Pour nous, c'est une forme de plus-value que le réemploi peut permettre, et donc ça pose la question d'un retravail, et donc d'un stock physique, et ça crée aussi du coup une forme d'activité, et donc potentiellement des emplois qui sont, nous on trouve assez intéressants, parce que ça demande pas mal d'ingéniosité, ça demande le concours parfois de laboratoire pour certifier, marquer CE des éléments. Donc on trouve qu'il y a vraiment une richesse à trouver, à créer entre un bâtiment A et un bâtiment B. Et notamment, de notre point de vue, ça aide à trouver des débouchés que d'ajouter de la valeur à travers le retravail dans ces éléments. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que en dehors disons, des sphères militantes, associatives, où les particuliers, les gens débrouillards, etc., qui sont en capacité de récupérer un élément sans trop connaître sa traçabilité, à le bricoler, à le remettre en œuvre, en dehors de ces sphères-là, qui en fait sont assez limitées en termes de volume et d'enjeux écologiques, si on veut vraiment en faire une filière qui s'adresse à des grosses maîtrises d'œuvre, à des grosses maîtrises d'ouvrage, à des gros bâtiments, etc., on pense, nous, qu'il faut que les plateformes se dotent d'une capacité de traçabilité, de qualification de ces éléments, histoire aussi de rassurer toutes les assurances, les bureaux de contrôle, etc. Et donc, pour nous, c'est un des leviers qui va permettre d'augmenter le volume de sortie et donc les gens qui vont prescrire des matériaux. Et aujourd'hui, il est plus petit que les gens plus faible que les gens qui nous en proposent. Et ça crée un gros problème d'économie et donc d'encombrement du foncier et donc d'économie de la filière, qui est assez difficile à gérer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de plateformes de réemploi qui se spécialisent dans un gisement, qui vont par exemple réemployer que des moquettes, réemployer que des sanitaires, parce que donc, du coup ça leur permet d'avoir un banc de retravail qui est presque automatisé, presque proche d'une micro-industrie, qui du coup est beaucoup plus facile à contrôler, là où une plateforme plus généraliste comme la nôtre se heurte à des difficultés à beaucoup plus d'aléas, quoi, simplement. En multipliant les gisements, on multiplie les aléas, et donc on multiplie les risques les difficultés dans le fait d'équilibrer le fonctionnement économique d'une plateforme, quoi. C'est finalement en levant cette contrainte de la norme que vous arriverez peut-être à développer plus facilement vos filières de distribution. Ouais, c'est ça. Principalement. Nous, on pense que c'est ça. Ouais. L'idée, après, c'est un chemin qui est long, hein, parce que c'est très compliqué déjà d'éviter le statut de déchet à un élément. Il y a beaucoup de contraintes à respecter. Une fois que ça a été évité, faire en sorte de rassurer une assurance ou un bureau de contrôle, c'est quand même un monde, hein. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc il faut prouver un certain nombre de choses, hein, sur la provenance, le protocole de retravail qui a été appliqué, les conditions de stockage, etc. Et pour autant, on pense que c'est plus intéressant d'aller vers une forme de professionnalisation, quelque chose d'un peu plus contrôlé, mais aussi rassurant, et d'essayer de sortir de ce qui a été pour nous aussi au début une forme de conviction, mais aussi de débrouillardise qui touche vite à ses limites en quelque sorte aussi. Hugo ? Moi, je souhaitais intervenir parce qu'on parle de filière de distribution et de commercialisation. Et pour moi, à mon sens, la puissance publique, ou en tout cas l'organisateur, on va dire, de la vie du déchet, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, a un rôle à deux titres. Tout d'abord, par les achats publics, ce qu'on appelle la commande publique. On a effectivement un rôle. Moi, je m'y connais assez peu en réemploi de bâtiments, donc c'est plutôt d'autres services, donc je ne vais pas intervenir là-dessus. Mais c'est vrai que sur la question, là, par exemple, on peut... C'est aussi des enjeux sur lesquels, en fait, les collectivités se dotent de plus en plus d'outils, des fois contraints, effectivement, de façon contrainte, pour amener de plus en plus à amener de la circularité dans leurs achats. Et du coup, ça permet de créer des débouchés pour des filières qui sont en cours de structuration. Ça, c'est le premier aspect. Je veux bien 2 diapos après, je crois. Et aussi, c'est une question d'acculturation.
C'est par exemple, nous, tout le défi qui avait été fait avec les espaces verts, c'est aussi de montrer que ces filières locales peuvent aussi être gagnant-gagnant. Nous, on avait un gros sujet sur les pots en plastique des serres municipales. Roubaix, c'est environ 100 000 pots en plastique par an. Alors pour une ville zéro déchet, ça fait un peu tâche, effectivement. Donc c'était un sujet, nos élus, ils disaient mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, quoi. On peut pas continuer avec des pots en plastique. Les espaces verts nous ont dit, nous on est d'accord de passer sur des pots en carton, mais ça va multiplier par 8 le prix des godets. Ah, vu les volumes, ça commence déjà à faire un sacré montant. Et en plus de ça, faut savoir que les pots en carton, nous c'est sur des plaques qui sont avec une humidité quand même qui est constante, avec des semis des fois qui se font mi-janvier pour une plantation début mai pour le plus tard ou mi-avril. Votre pot en carton il va être complètement mangé en fait par l'humidité, par la vie microbienne du terreau. Et en plus de ça, voilà, c'est complexe quand même à mettre en place et c'est coûteux. C'est dit comment on peut peut-être aussi nettoyer les pots. Ah oui, mais bon, là en termes d'acceptabilité, franchement, moi j'ai pas envie qu'un de mes collègues passe ses journées à nettoyer 100 000 pots. En termes d'émancipation, hein, c'est un peu le thème de la journée. Je pense qu'il y a mieux à faire. Puis surtout le message, il est vraiment exécrable. Hein, ça a une mauvaise image. Et sans compter les risques sanitaires, parce que s'il y a un pot qui a une bactérie et qu'il est réutilisé et qu'il a été mal nettoyé, c'est tout en fait le tapis de semis qui est mort. Donc c'était des enjeux très importants. Et c'est là qu'on a trouvé une solution aussi pour permettre l'acceptabilité et de trouver aussi la question de nouveaux modèles avec Benjamin. C'est que du coup, quelque chose qui se fait assez fluide, c'est que Benjamin va chercher les pots, les valorise, et du coup, ça fait que c'est gagnant pour la collectivité et ça permet à Benjamin d'avoir un certain stock. Donc là, c'était un peu pour montrer comment aussi le rôle de la collectivité peut jouer tant dans le fournir des gisements, mais aussi après les réutiliser avec la commande publique. Et le troisième, cette fois j'ai dit mais en fait il y en a 3, c'est la question des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Donc là vraiment du rôle du territoire, d'avoir ce rôle de tiers de confiance pour aller vraiment agir comme accompagnateur en fait pour aider les acteurs à être en lien, du coup à grandir ensemble dans un écosystème où il n'y a pas de prédateurs, où on essaie vraiment de créer de la coopération et qui permet vraiment de pouvoir soutenir à l'échelle de la collectivité, à l'échelle d'un territoire, l'émergence de ces filières et de permettre aussi à faire qu'il y ait une plus grande conscience sur ces enjeux-là et que ça puisse créer des débouchés pour les entreprises du territoire. C'est une question de résilience en fait, tout simplement aussi pour le territoire, de valeur économique et de résilience. Un mot sur les filières de distribution, Benjamin. Et après, j'aimerais bien quand même qu'on laisse un peu de temps pour les questions-réponses de la salle, si ça vous va. Ouais. Alors sur la distribution, donc l'étape finale des déchets que je récupère, donc il y en a une partie qui part donc dans des commandes. Ça va être par exemple les appuis de fenêtre du coup dans la visitation. Mais une particularité que je trouve intéressante avec le projet à la condition publique, c'est que c'est un lieu culturel et artistique. Et donc il y a une partie qui est un peu immatérielle à travers les ateliers. Donc voilà, donc la question des déchets, c'est quand même une question qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on a toujours fonctionné sans produire de déchets toxiques jusqu'à il y a un siècle et demi environ. Et donc l'idée de transformer des déchets, donc comme sur les horloges que vous voyez, avec du public, c'est aussi changer la perception qu'on a des matériaux et des déchets, donc les voir plus comme une ressource que des déchets. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans la revalorisation des déchets, c'est aussi de changer ce statut. Ça reste de la matière de laquelle on peut en faire quelque chose. Et voilà. Aujourd'hui, on voit, le système a été construit sur du tout jetable énormément. Donc, on ne se soucie pas trop du devenir des objets une fois qu'ils sont utilisés. Et on ne se rend pas compte de l'envers du décor, donc de ce qu'ils deviennent, et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'acheter des matériaux neufs, mais voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut. Merci. Un dernier mot et après on passe la parole à nos auditeurs qui ont, j'espère, des questions c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, c'est qu'effectivement aussi il y a la question d'acculturer les entreprises et les acteurs du territoire sur ce qu'on peut faire à partir d'un gisement. Je veux bien que tu remettes la diapo où on voit la boucle, où en fait, à partir d'un cône comme ça, on arrive à quelque chose qui est assez complexe avec différents acteurs, différents modes de valorisation. On est sur du réemploi, on réemploie le fil sur des bobines,
Il y a de la réutilisation, pour un exemple qui est très personnel. Ça va être assez bizarre, mais tout va bien se passer. Moi, par exemple, les cônes en plastique, je m'en sers pour faire sécher mes gants de boxe. Voilà. Donc c'est un petit exemple, c'est un micro-exemple. On n'est pas sur des tonnes. Mais ça montre bien aussi qu'à partir d'une matière, en fait, on peut détourner son usage et avoir en fait touché au recyclage, parce que fait Benjamin de façon très brillante, sur de la réutilisation, moi à ma petite échelle avec mon club de Krav Maga et de boxe française, et avec du coup la question du réemploi avec la boucle des 3 tricoteurs. Merci. Donc on a vu un peu comment cette boucle était intéressante à analyser dans sa globalité et que finalement, même si on l'a décomposée dans notre prise de parole, il y avait toujours des liens avec les étapes d'avant et les étapes d'après pour vérifier que finalement l'équilibre puisse être géré dans une question, dans une boucle de réemploi des matériaux, de réutilisation de bois en scénographie ou même de recyclage plastique. On a vu aussi la place que la collectivité pouvait avoir, et en l'occurrence la ville de Roubaix, notamment sur des initiatives qui sont ultra locales, comme ici à Roubaix. On a vu quelles étaient les contraintes, quels étaient éventuellement les défis ou les opportunités qui pouvaient s'ouvrir pour essayer d'améliorer le système et de fluidifier ces boucles-là. Est-ce que maintenant vous avez des questions à poser? Alors il me semble qu'il doit y avoir un 4e micro dans la salle, je ne sais pas où il est, mais sinon au pire je vais en prendre un, ou je vais vous filer le mien, sinon je vais... Allez-y, si vous pouvez peut-être juste vous dire qui vous êtes. Et puis... Okay, d'accord. Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis alternante chez un bailleur social, tout simplement. Donc j'avais des petites questions pour le collectif ZERM parce que j'ai tout à découvrir en tant qu'alternante et sur le réemploi parce que je ne suis pas du tout initiée. Si par exemple on a un chantier en réhabilitation, qu'on a envie de faire appel à vous, est-ce que vous pouvez prendre nos stocks par exemple et les réemployer pour nous fournir du mobilier urbain directement, enfin que la boucle en fait, on vous donne les stocks et que derrière le mobilier urbain, on puisse nous l'avoir directement ou c'est pas comme ça les étapes. Enfin, je suis pas sûr d'avoir compris qu'on récupère quoi comme genre de matériel. Par exemple, imagine on a un chantier en réhabilitation, on a des matériaux qui restent. Ouais. On fait appel à vous pour récupérer les matériaux et pour faire du réemploi et faire en sorte que tout de suite le réemploi en termes de mobilier design ou urbain, ce que vous faites derrière, on puisse nous l'avoir derrière pour un futur immeuble qu'on construit ou pour nos habitants, etc. etc. Ouais, désolé parce que voilà. Oui, alors ça c'est un peu deux missions. Il y a la mission, de ce que je comprends, il y a 2 missions. C'est d'abord celle de traiter la ressource, de l'identifier, la déposer soigneusement, enfin encadrer sa dépose soigneuse, la récupérer, la stocker, l'inventorier, la retravailler. Et donc c'est là où j'ai l'impression que vous parlez d'un retravail qui irait au-delà de préparer la matière à rester, enfin l'élément à rester ce qu'il est, pour être revendu, réemployé dans un autre projet pour ce qu'il est. Vous parlez de fabriquer un nouvel élément, par exemple de mobilier, en réemploi à partir de ce qui aura été récupéré. Donc pour moi, il y a 2 missions dans le sujet. Nous, on saurait faire ça, mais disons que ce n'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement. On a plutôt tendance à récupérer des éléments de réemploi pour ce qu'ils sont et à les réutiliser dans des projets qui parfois sont, enfin la plupart du temps, sont des projets différents de l'endroit d'où ils viennent. Et en général, un projet sur lequel on va faire de la dépose ne nous commande pas forcément la production de mobilier à partir de cette dépose. Ceci dit, on pourrait le faire dans la mesure où on a cette plateforme logistique, mais on a aussi un travail à côté de design et de conception archi. Donc c'est souvent des choses qui sont décorrélées dans notre pratique. On le fait d'un côté et de l'autre on a notre plateforme, mais on peut complètement imaginer faire ça. Et d'ailleurs là prochainement on va recevoir au Parpaing un designer justement qui s'appelle Arnaud Eblen et qui va produire des objets sur la base du stock qu'on a et les réinjecter dans des projets ou les remettre en vente, mais à partir de ce qu'on a comme matériaux disponibles. Donc oui, faut appelez-nous si vous voulez. Ça nous intéresse. Quel bailleur social, par curiosité? Ok.
Oui, oui. Ben, en fait, Ça pourrait être un bel exemple de raccourcissement à l'extrême de la boucle. Et puis, on vous laissera peut-être discuter contractualisation après. on nous a déjà proposé ça, mais pour de la concertation, beaucoup. Fabriquer du mobilier sur un site qui fait l'objet d'un gros curage pour faire démonstration de ce que peut devenir des éléments de réemploi. Il y avait une question là-bas, et une là aussi, j'ai vu. Bonjour, Sébastien de la compagnie des Tiers-Lieux. Donc, j'avais une question qui me brûle un peu les lèvres, parce que quand on vous entend présenter les initiatives, elles sont ingénieuses, elles donnent envie, on sent qu'il y a énormément d'intentions techniques et politiques qui sont mises dans les projets, et je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller plus vite? Tu vois, Bergas, par exemple, tout à l'heure, tu disais... on a une boucle mail entre directeur technique de la région, et puis quand on a du matos, on se le refile. Alors, ça c'est cool, hein. Mais est-ce que à un moment, vous sentez, vous, dans vos pratiques quotidiennes, une volonté de la ville, certes, aussi de la région, peut-être d'autres, de faire un système avec tout ça, de lancer des commandes autour de ces questions-là? Est-ce que vous sentez que les choses évoluent dans le bon sens? Voilà. Je vais me permettre vu que tu parles de moi, je vais me permettre de répondre. Il y a une volonté, tu vois, mais cette volonté, elle est, comme disait Romain tout à l'heure, elle est longue, et puis des fois, elle se noie un peu, quoi. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui s'appelait Dominique Dupont, qui était venu faire une étude à la Condition publique il y a 5-6 ans sur l'idée de faire une ressourcerie du spectacle. Et dans la région Hauts-de-France. Et à la fin, donc elle est restée une petite année, c'était hyper intéressant, on a rencontré plein de monde, on a rencontré l'opéra avec qui on a essayé de mettre un truc en... Enfin, c'était assez vaste. Et à la fin, on a rencontré la ville, la MEL. Alors peut-être aussi des fois, tu te gourdes, t'es peut-être pas sur le bon service, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et tout le monde avait cette volonté. Mais en même temps, les projets, ils sont lourds à mettre en place. Tu vois, une ressourcerie, ça voulait dire de la logistique, ça voulait dire des salariés, ça voulait dire une économie. Et cette lourdeur, je pense qu'on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas encore assez dans l'urgence pour que tout le monde s'y mette vraiment, quoi. Tu vois, quand tu auras vraiment plus rien à bouffer, on va... Là, ce sera comme ça que ça se fera, je pense, quoi. Tu vois, je caricature. Mais... Ouais, pour rebondir, donc ce que disait Bergast avec le principe de pollueur-payeur. Donc quand on parle de réemploi, on parle de ressources forcément. Donc aujourd'hui, globalement, il y a une prise de conscience sur les ressources, l'économie des ressources qu'il faut faire, mais les pollueurs ne payent pas. C'est-à-dire que les dégâts qui sont faits sur l'environnement, c'est gratuit, on va dire. Alors que toutes les étapes de tri, de nettoyage des matières, etc., ça a un coût et c'est du temps de travail aussi. Donc aujourd'hui, c'est plus simple on va dire, pour caricaturer, de couper une forêt pour en faire du bois que d'aller récupérer des meubles, de les démonter, d'enlever les vis, de trier, etc. Donc pour moi, c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des contraintes législatives qui sont de plus en plus fortes, mais pas assez, je pense, aujourd'hui pour vraiment faire évoluer la situation, quoi. Donc au niveau des commandes publiques, ça serait un levier assez important et ça montrerait aussi l'exemple pour le privé de pouvoir intégrer donc des matériaux de récupération et de faire évoluer les mœurs globalement. Ouais. Juste pour rebondir, le constat, enfin moi je le partage aussi, hein, effectivement. Après, pour être quand même positif, il y a quand même à l'heure actuelle, par exemple, aujourd'hui à Troyes, il y a un congrès sur ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc cette approche, comme nous on peut faire à Roubaix, d'écologie industrielle et territoriale, ça se structure en France. On est, si je dis pas de bêtises, à 118 projets, démarches à différents niveaux de maturité, hein, effectivement, mais des fois effectivement avec des acteurs qui peuvent être assez différents. Nous, c'est une ville, mais après, des fois, ça peut être une métropole ou une communauté de communes, si c'est plus petit. Ça peut être des fois à l'échelle d'un syndicat mixte de gestion des déchets. Des fois, c'est fait à l'échelle régionale. Des fois, avec des feuilles de route, différents échelons qui un peu
des fois un peu je sais plus comment on dit le terme, mais se rendre dedans, quoi. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais il y a quand même une volonté d'avancer. Sur tout ce qui est achat public, nous, je sais qu'à la ville, on travaille beaucoup sur la question de l'économie circulaire, de faire en sorte que nos collègues, voilà, intègrent de plus en plus ces enjeux économiques, écologiques. Et puis, j'ai fait un lapsus économique parce qu'en fait, c'est de la valeur aussi pour le territoire. Donc, c'est aussi un enjeu aussi pour protéger son propre territoire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et pourtant, en France, sur les démarches de IT, on est assez avancé par rapport à pas mal de pays européens. Et en termes de législation, on est quand même assez avancé grâce à la loi AGEC. Mais après, oui, je partage le constat que c'est pas suffisant et que des fois, on peut avoir tous les acteurs autour de la table. C'est génial, l'idéal est top, mais pour une raison de modèle économique, un projet ne va pas être valorisé en fait à la hauteur de ce qu'il apporte au territoire à moyen terme et à long terme, en termes d'emploi, en termes de lien social, en termes de réparation d'êtres humains aussi qui ont pu être au chômage et qui peuvent retrouver un second souffle à leur vie professionnelle grâce à ces nouveaux métiers dans lesquels ils ont des savoir-faire mais qui ne sont pas valorisés. Donc ouais, voilà, c'était un peu pour réagir à chaud. Merci. Il y avait une question là. Bonjour, moi c'est Damien, je suis dans une coopérative qui s'appelle Toerana Habitat où on est une entreprise partagée d'artisans du bâtiment. Et enfin, je rejoins mon constat sur les difficultés à la fois à mettre en œuvre du réemploi, que ce soit sur l'offre et la demande, les questions de normes, les questions de disponibilité de matériaux. Moi, la question que j'avais plus, où on parlait de pollueur-payeur, où nous en tant qu'entreprise, on est obligé d'adhérer à des éco-organismes pour diverses filières, et donc du coup qu'on réapplique aux clients, etc. Et du coup on paye à ces éco-organismes. J'ai pas trop entendu du coup sur le côté changement d'échelle de se dire quel peut être le lien du coup avec ces éco-organismes et du coup avec les réseaux déjà de déchetterie, de stockage existants à vos différentes échelles, où eux stockent déjà des divers matériaux, les qualifient peut-être pas, mais enfin, je voulais avoir un peu votre tour d'expérience et quelle plus-value peuvent avoir du coup vos initiatives par rapport aux valorisations, enfin à la gestion classique des déchets qu'on en a dans nos collectivités. Les éco-organismes, là, ils sont dans une grande campagne d'aide au réemploi parce qu'il y a des objectifs à atteindre en 2028. En fait, on était à moins d'1% de réemploi en moyenne dans le BTP, en tout cas, je ne sais pas pour la CNO et tout, mais pour le BTP, on était à moins d'1% de réemploi dans les chantiers. L'objectif, c'est d'arriver, il me semble, à 6% en 2028, un truc de cet ordre-là. Et donc là, les éco-organismes ouvre plein d'aides, de subventions, et trucs comme ça, mais aussi un principe de taxes, hein, comme les écotaxes, où justement, nous, on est rétribué à la tonne de déchets évités. Bon, après, c'est des sommes... c'est une tonne, c'est faut déjà la faire, hein, mais une tonne de déchets inertes, ça rapporte... de l'ordre de 8 € ou 5 €, enfin un truc comme ça. Et la tonne de déchets non inertes, c'est 40 €, un truc comme ça. Donc c'est pas ça qui aide le modèle économique. Par contre, ça commence à mettre en place quand même ce truc de prélèvement, justement, d'une taxe qui est redistribuée aux acteurs de la filière, ce qui du coup est quand même une bonne démarche, même si c'est pas ça qui assoit les modèles économiques. Après, sur la gestion des déchets, nous, la différence, enfin en tout cas ce qu'on est obligé de faire avec le bâtiment, c'est qu'on doit éviter le statut de déchet, donc ça nous différencie quand même pas mal d'une déchetterie, c'est-à-dire que l'élément ne doit pas avoir pris le statut de déchet, parce qu'il est très difficile d'en sortir légalement. Donc on travaille sur de la ressource, plutôt sur des matériaux dont on essaie d'assurer la traçabilité depuis l'endroit où il est posé au début jusqu'à l'endroit où il va être vendu. La traçabilité, ça passe aussi par des recherches de fiches techniques, de ce genre de documents qui prouvent, qui définissent le matériau, qui le caractérisent, et aussi parfois le concours d'un laboratoire qui va étudier un matériau pour lui faire passer des tests, destructifs ou non, qui vont lui permettre d'être caractérisé de nouveau.
soit parce qu'il a subi une transformation, soit parce que c'est un élément de construction, par exemple un élément porteur, auquel il faut soumettre des tests pour être sûr de sa portance, par exemple. Donc tout ça fait qu'on est dans une logique plutôt de caractérisation et de valorisation de ressources que de déchets, ce qui est quand même assez différent, je pense, d'une déchetterie qui va centraliser une récupération, mais pour ensuite plutôt aller vers des filières de recyclage. Ce qui, le recyclage est quand même assez du coup différent de la pratique de réemploi, dans la mesure où vous le savez, mais on ne retourne pas au statut de matière, on essaie de rester vraiment avec un élément, même s'il est détourné, même s'il est déclassé, ça reste un élément. Et donc on évite son déchet, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est comme ça que j'ai compris la question. Sur nous, le fonctionnement de la LC, par exemple, au bout d'un moment, sur le bois, par exemple, vu qu'on trie et qu'on démonte, etc., j'ai trouvé après des filières qui vont récupérer les bois avec des cols, donc contreplaqué, médium, etc., du bois sans colle. Donc on a 3 types de bois qui sont triés. Et ces filières-là vont... donc ça, on le paye, parce que ça, c'est nos déchets. Mais ça, on en arrive vraiment à des tout petits morceaux, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment trié. On garde même des toutes petites planches, quoi. Et j'avais même dans l'idée, mais toujours dans l'idée du laboratoire, c'était d'avoir une broyeuse pour le bois, pour finir avec du copeau uniquement. Parce qu'en fait, alors pareil, c'est des réseaux informels, puis c'est des petites productions, on n'est vraiment pas sur l'industriel, mais il y a plein de gens qui ont des jardins ou pour leurs animaux, les toilettes sèches. Et en fait, les copeaux, franchement, on les donne tous, on les jette pas, les copeaux, quoi. Il y a tout le temps des gens pour les récupérer. Donc tu vois, vraiment, même sur le déchet, pareil, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais même les déchets, on a une attention sur à quoi ils vont servir par la suite. Hugo, oui, je ne sais pas. Si Mais aussi, c'est remettre au cœur la coopération et la mutualisation. Par exemple, c'est vrai, je vais reprendre l'exemple du pôle d'entreprise et d'acteurs circulaires qu'est Tissel. Sur la ville de Roubaix, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder, il y a pas mal d'articles en ligne dessus, et il y a même un très beau site internet ou même sur LinkedIn. Et la question, c'est pour aller chercher cette valeur économique qui des fois fait défaut, c'est vraiment aussi le rôle, en tout cas nous de la collectivité, c'est de mettre en lien les acteurs, de permettre de faire des économies d'échelle sur la mutualisation et de pouvoir faire que dans cet écosystème d'entreprise, il y ait des choses qui puissent se faire. Par exemple, moi, quand je parle d'économie circulaire, évidemment que j'ai envie de sauver la planète. C'est ça qui me fait me lever tous les matins. Mais aussi, je sais que ça ne se fera pas si on n'arrive pas à trouver des leviers économiques pour embarquer les acteurs. En faisant de la mutualisation et plus de coopération, par exemple, à l'échelle de la ville de Roubaix, on réemploie des panneaux de Dibon, enfin réutilise, ou réemployer pour le coup, oui, réemploie des panneaux de Dibon et de Forest d'une entreprise de Roubaix qui fait de l'événementiel. C'est une économie de 6 000 € pour la ville pour l'année dernière. C'est une économie pour l'entreprise de 500 €, et puis en plus la collecte, elle a pu s'en occuper. C'est le centre technique municipal qui va récupérer ça directement à ses quais de déchargement. Et effectivement, pour aller chercher cet argent manquant qui peut permettre de faire tourner des business models, parce qu'un business model qui tourne qu'avec que de la subvention, on ne sait jamais, il peut y avoir un retournement politique, des choses qui deviennent plus prioritaires, et dans ce cas-là, tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Et là, l'idée, vraiment, c'est en mettant les acteurs au cœur et mutualiser, coopérer. Il y a vraiment pas mal de leviers qui peuvent être assez agiles, assez simples à mettre en place, et qui permettent, du coup, avec ces petites briques, donc la création des éco-organismes, une meilleure commande publique qui intègre plus ces enjeux, une meilleure mutualisation, coopération qui est organisée par les pouvoirs publics, en tout cas les acteurs qui font de l'EIT sur le territoire. On peut arriver petit à petit quand même à dépasser des modèles économiques plus standards, plus volumineux, et à trouver en fait vraiment à pouvoir un peu rentrer en compétition sur les aspects économiques. Merci. On a le temps de prendre encore une dernière question. Allez, une dernière question. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Thomas. Je suis porteur de projet sur des véhicules intermédiaires.
Dans ce que j'entends, vos projets sont super. Et moi, ce que je vois derrière ces projets, c'est les hommes, les personnes qui les réalisent. Et je voulais savoir économiquement comment... ça a l'air d'être assez artisanal comme activité. Et j'aimerais savoir, du coup, comment économiquement vous arrivez à vivre de ça, si vous êtes plusieurs dans vos entreprises, si ce sont des entreprises ou quel statut vous avez, et savoir comment vous le vivez en tant que personne et au quotidien économiquement. Pour moi, c'est assez facile parce que je suis salarié par la condition publique qui est une institution, donc, comme je disais, une PCC. Après, l'idée, c'était de développer... c'est pour ça que c'est très bien, Benjamin, après, il pourra répondre. C'était que la LC, l'idée, c'était de développer aussi d'autres types. On n'est pas tous des salariés, quoi. Dans la LC, il y a un chef d'atelier à mi-temps, et c'est tout, quoi. Et après, il y a Cyprien qui est en femme manager. Sur toute cette partie-là, on n'est pas plus de salariés. Après, toutes les autres personnes qui sont là ont leur propre modèle économique. On va avoir des artistes, des artisans qui vont vendre du mobilier. Mais l'idée, en tout cas pour moi, c'était d'apporter ça, de développer ça. En tout cas, moi personnellement, c'est hyper facile, quoi. Je touche mon chèque tous les fins de mois, quoi. Alors Benjamin, du coup, c'est quoi ton statut, toi ? Du coup, moi, je suis en auto-entrepreneur. Du coup, mon activité, ça se base surtout sur des commandes de particuliers, d'entreprises ou des ateliers aussi. On va dire que ça se rapproche du métier passion, avec tout ce que ça veut dire. Donc moi, j'ai commencé mon activité, c'était la suite d'un projet de recherche, de master de recherche. Donc voilà, donc l'intérêt n'est pas économique derrière pour moi, c'est plutôt de démontrer une idée que j'ai en tête. Et chez Zerm, du coup ? Ouais, alors nous, on est une association, loi de 1901. Moi, j'en suis salarié maintenant. On est 10. On est un équivalent de 3 ETP sur la plateforme. Et notre modèle économique, il repose en partie, en petite partie sur de la subvention, en grande partie sur la vie de la plateforme, les entrées, les ventes, etc. Et il est soutenu en interne, quand même cette activité de plateforme est soutenue en interne par des activités de bureau d'études, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de mission de conseil, ce genre de choses sur la thématique du réemploi, qui permettent notamment d'écrire des cahiers des charges qui vont permettre du réemploi, qui vont aider des bailleurs sociaux à monter des plateformes internes, des choses comme ça. Donc on fait ces missions qui sont évidemment beaucoup plus lucratives qu'un travail logistique de plateforme. Et on en fait autant qu'il faut pour que le projet sorte de sa phase de lancement et s'autonomise économiquement. Et c'est effectivement très difficile à rentabiliser, à faire en sorte que cette activité de plateforme soit autonome et rentable. Mais la progression est bonne, donc ça progresse bien, quoi. Le ratio, c'est à peu près un tiers. Ouais. C'est ça. Sur un chiffre d'affaires d'à peu près, c'était cette année de 200 000 à peu près. Un tiers pour chaque. En gros. Merci. Hugo, ton statut à toi, et puis on terminera là-dessus parce que je crois qu'on est hyper à la bourre. Mais oui, j'essaie d'être trop bavard. Alors bon, moi je travaille à la mairie, donc c'est pareil, ça se passe bien. En réalité, j'ai un salaire, je suis salarié, donc c'est pas du tout le même cas que Benjamin ou Romain. Mais nous après, c'est quand même important d'expliquer aussi que pour les collectivités, nous ce qu'on fait à la ville de Roubaix en termes d'EIT, ce n'est pas une compétence de la ville normalement. Une ville ne s'occupe pas de ces aspects-là. C'est plutôt à l'échelle métropolitaine et régionale. Donc nous, par exemple, quand on a cette volonté de développer cet aspect-là sur le territoire, ça nécessite aussi d'aller chercher de la subvention. Donc on a des partenaires qui nous soutiennent, comme l'ADEME et la région qui l'ont fait et qui le font encore. Et aussi l'Europe. Nous, on a un volet très européen. Vous avez vu le logo en gros, c'est Upscale West Interreg, où, voilà, pour aussi que ça coûte le moins cher à la collectivité, pouvoir aussi grandir, faire financer des investissements. Donc on s'appuie pas mal sur les projets européens et tout type de financeurs nationaux, locaux, régionaux et européens, comme j'ai déjà dit. Ouais, donc on voit qu'il faut diversifier les sources de recettes des structures pour que ça trouve son équilibre.
Merci à tous. Désolé pour le retard. Je ne sais pas la technique pour ceux qui gèrent. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous êtes frustré de ne pas avoir pu les poser, on est encore là toute la journée. Alors, Romain va devoir partir, mais sinon, n'hésitez pas à poser les questions en off, en bilatéral, dans les différents espaces. Voilà, merci. Bonne journée à tous. Merci pour votre intervention. Like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle, sprouting early